السؤال. Oui, Monsieur Gana. Voilà, exactement. Donc, la première, c'est l'adoption de l'innovation au sein des exploitations agricoles. Ensuite, vous parlez de la diffusion de l'innovation. Diffusion de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire, innovation? Parce qu'il s'agit de la mise, de la coordination entre les acteurs. Vous citez coordination productive entre les différents acteurs, accès à la gestion des ressources, etc. Donc pour moi, l'innovation, c'est plutôt l'usage de produits techniques, la technologie, les nouvelles technologies, la mise en place du numérique, par exemple, pour le cas, par exemple, de la communication de Mme Khabachi, quand elle parle des plateformes, et on parle toujours des startups numériques, création des plateformes numériques dans le cadre de votre travail que vous avez présenté, quand vous parlez de plateformes. Est-ce qu'il s'agit de ça aussi? Parce que l'innovation, moi, je n'ai pas saisi exactement qu'est-ce que vous voulez dire par innovation. C'est tout. Et je vous remercie. Voilà. Donc, bonjour. Une question pour Madame Kharbachi. Donc, dans votre exposé, vous avez bien expliqué que la planification conjointe des activités par les acteurs de la chaîne de valeur a contribué d'une manière significative à l'amélioration de la production agricole. C'est ça. Toutefois, vous avez cité que les agriculteurs n'ont pas accepté l'innovation via les idiots. Pourquoi? Est-ce que vous avez approché ces agriculteurs pour savoir pourquoi? Voilà, je vous remercie. Parce que j'ai parlé de la question d'insertion de l'agriculture algérienne dans la chaîne de valeur mondiale. Donc, vous avez exposé exactement la méthodologie des plateformes agricoles. Et vous dites des fois, parce que des fois le vrai problème, c'est de faire cette connexion entre industriels et agriculteurs. Et puis le niveau d'instruction d'un agriculteur généralement admis chez nous, donc il n'a pas un niveau d'instruction. Comment qu'il arrive quand même à maîtriser une plateforme agricole, etc. Alors que la question de M. Gana s'inscrit amplement dans cette perspective. Donc on peut avoir plus d'explications, si vous voulez, sur cette question. Parce que c'est extrêmement important. Madame. Bonjour, rebonjour. Enfin, je rejoins tout à fait M. Gana. Je suis la présidente de l'association Femmes Food, le Oued Béjaïa. Effectivement, quand vous parlez d'innovation, déjà, c'est trop fort pour justement nos agriculteurs algériens. C'est plutôt, moi je trouve dans votre exposé, c'est plutôt, moi ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas saisi à un moment donné, est-ce que vous parlez de rénovation? Parce que déjà, avec ce qui existe déjà, on n'arrive pas déjà à l'utiliser. C'est-à-dire en matière d'équipement ou là du matériel déjà, les gens n'arrivent pas effectivement à en profiter ou à en bénéficier vu effectivement la précarité de ces gens-là. Et quand vous parlez effectivement du marché de gros, etc. et tout, moi, ça aurait été judicieux effectivement de parler du marché équitable, si vous voulez effectivement permettre c'est-à-dire à ces agriculteurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs. Et quand vous savez que dans la loi, la dernière fois, les nouvelles dispositions réglementaires qui ont été introduites par le ministère de l'Agriculture, on a carrément effectivement permis que l'agriculteur peut vendre effectivement ses produits directement. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe, c'est très intéressant. Mais c'est ce qui est judicieux effectivement d'y penser à créer, c'est-à-dire ce marché équitable. Et puis, dans votre exposé, je ne vois aucune innovation de ce que vous présentez. Enfin, je peux me tromper aussi, hein,
parce que quand même, il y a des expériences qui se font dans des pays comme la Chine, le Brésil, les pays africains, dans justement le système de participation garantie, où vraiment c'est une expérience qui date depuis quelques années, où il y a déjà 700 membres dans ce dispositif, que pour l'instant l'Algérie n'adopte pas parce qu'il n'est pas encore validé par le ministère de l'Agriculture, mais c'est intéressant effectivement d'y penser. Et pour justement, vous avez dit pour comment on appelle ça, le focus group, certes, si j'ai bien compris, vous avez identifié uniquement les agriculteurs, vous n'avez pas impliqué, ce que vous dites, l'industriel, il n'est pas concerné. Et vous pouvez effectivement avoir l'identification justement des intervenants, parce que si vous parlez de l'agroalimentaire, s'il y a l'agriculture et l'industrie, ça aurait été intéressant d'avoir justement les avis de ces industriels. Vous passez à la question directement, c'est bon. Merci. Oui. Une dernière question. Merci. Merci. En réalité, c'est une question sur un sujet qui n'a pas été évoqué, donc je ne sais pas qui l'a posé. C'est-à-dire, à chaque fois que j'assiste à un séminaire ou un colloque où on parle d'agriculture, mais on parle rarement ou jamais de formation d'agronomes et d'agriculteurs. Donc la formation, donc soit l'enseignement, formation professionnelle, la formation d'Atkwin et la formation organisation. Donc je crois que c'est très important aussi, si on voudrait parler de politique agricole et de développement, qu'on forme suffisamment d'ingénieurs agronomes, de techniciens agronomes, des techniques agronomes, الفلاح en quelque sorte نقريوه باش يقدر يتنظم باش يقدر يفهم هذا اللونغاج تكنيك etc. Donc c'est une question qui reste ouverte pour tout le monde. Merci. Merci. La parole à mes collègues pour répondre aux questions. Je préfère qu'on réponde, puis on va prendre une dernière série de questions parce que les communications sont très intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Les questions sont très pertinentes. Justement, par rapport à la définition de l'innovation. Au CREAT, par exemple, en 2018, il y a eu un grand débat sur la définition de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? En fait, on a eu une étude du ministère de l'Agriculture qui avait comme objectif principal une étude sur le terrain, toujours dans l'adoption de l'innovation. En fait, c'est à la mode, hein, c'est in. Parler d'innovation en Algérie, c'est en vogue, quoi. Voilà. Et le débat qu'il y a eu, en fait, on devait, nous les chercheurs, impliqués dans l'étude, on devait tous préparer un travail sur la définition de l'innovation. Et dans la salle de réunion, on s'est rendu compte que Yasmina définit l'innovation selon la FAO. Ahmed définit l'innovation selon le modèle de Oslo. Mustafa définit... Donc, effectivement, la définition de l'innovation, oui, enfin, du moins, chez nous, au CREAD, il a fait un grand débat. Et on s'est mis d'accord, on avait une collègue qui avait plus d'expérience dans justement l'innovation agriculture, et on a fini par adopter la définition de la FAO qui stipule, bon, je n'ai pas toute la définition dans ma tête, mais qui dit que l'innovation en agriculture, c'est toute nouvelle idée qui contribue dans l'amélioration du processus productif. Madame, vous avez tout à fait raison quand vous dites le paillage organique, ça peut vous paraître comme non-innovation. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en partant de la définition que cette technique n'existe pas sur l'exploitation, donc son introduction sur l'exploitation fait d'elle une innovation agricole. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Par rapport, excusez-moi, par rapport à la formation professionnelle, pareil, c'est un très grand débat. Oui. Juste que j'aimerais vous dire que les dernières études montrent que chez les agriculteurs, comme l'a dit Ben Issa ce matin,
On n'a pas affaire aux vieux, nous avons affaire à des jeunes. Et croyez-moi, j'étais surprise à Médéa quand un arboriculteur qui ne savait même pas écrire, mais qui m'a ramené la photo satellitaire sur Google. Ils sont vraiment... C'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas un niveau académique, on va dire, voilà, supérieur, mais ils sont branchés et ils sont... Voilà. Non, ça n'éloigne pas la nécessité de la formation professionnelle. Oui, personnellement, je suis entièrement d'accord. L'accompagnement, il existe dans les politiques, mais sur le terrain, malheureusement, il n'existe pas. Dans toutes les problématiques qu'on traite jusqu'à aujourd'hui, donc je me permets en fait de faire cette petite synthèse. Faire la synthèse sur cette question de problématique de reconnecter l'université sur le terrain. Parce que dans l'académique, donc on a toutes les définitions du monde, mais sur le terrain, on trouve autre chose. Parce que madame, tout à l'heure, elle a parlé par exemple, en fait, du projet Recherche-Action. Elle commence à nous dire que la décision, elle est déjà centralisée. Donc si on centralise une décision par la suite, et puis en fait, on donne aux échelons subalternes de l'État quelques prérogatives qui sont très limitées, je ne vois pas à la fin où est-ce qu'est l'intérêt de ce projet d'utilité dite, entre guillemets, publique. Donc c'est toute la problématique en fait, de contextualiser. Bien sûr, en s'appuyant sur des expériences étrangères, etc. C'est pas interdit ça. Donc on peut le faire. Mais sauf que le contexte algérien ou le contexte local ou global, il est complètement différent. Que ce soit d'un concept X ou là Y, qu'on le place dans des contextes qui sont complètement différents. Et je préfère... C'est bon? Vous pouvez répondre, Madame Kharbachi. C'est la dernière réponse. La dernière réponse. Oui, parce qu'il y a un autre atelier qui est prévu dans cette salle. Bon, je vais essayer de synthétiser l'ordre de réponse. C'est pour dire que par rapport à la loi d'orientation dans le secteur agricole, l'innovation, ils l'ont définie comment au ministère de l'Agriculture? Comme l'introduction de tout produit et de tout procédé, ou bien de toute organisation qui va améliorer la productivité agricole. Et si on jette un regard sur les plateformes que j'ai désignées, les 4 plateformes, AgriChem, PASA, Audace ou Solvit, on a l'AgriChem et Solvit qui sont des partenaires privés. Ça veut dire, eux, ils vous accompagnent dans la formation des agriculteurs. Ils accompagnent dans le financement des agriculteurs. Alors que quand on regarde le PASA et l'Audace, ce sont des projets initiés par des ONG internationales. Et quand on parle d'ONG internationales, principalement c'est l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de détecter l'innovation dans les produits dits agricoles. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est dans les produits, moi je vous pose la question, est-ce que c'est dans les produits agricoles initiaux tels que le blé et le lait? Non, parce que ce sont des produits à la base subventionnés, donc peu importe l'innovation produit, elle ne sera pas acceptée. Et on ne va pas aussi la retrouver dans les produits dérivés. C'est ce qu'il faut souligner. Les plateformes d'innovation en Algérie, elles touchent principalement les produits agricoles transformés, tels que par exemple le chocolat, les savons, etc. C'est eux qui sont pris en charge dans ces plateformes-là pour dire que finalement, est-ce que ces produits peuvent avoir une innovation à attirer des investisseurs étrangers qui sont déjà des partenaires de la plateforme pour les mettre pour les pénétrer dans des projets internationaux. C'est ça un petit peu, si vous voulez, la remarque de la chaîne de valeur mondiale. Par contre, pour les autres produits agricoles de base qu'on appelle initiaux et qui sont dérivés, là on va parler d'innovation organisationnelle, d'innovation dans les procédés. Et c'est une autre chose. Et le type d'accompagnement qu'on peut offrir à ces types d'innovation, c'est vraiment la formation et l'accompagnement financier. Donc il faut, j'insiste parce que ça suscite beaucoup de débats, que les plateformes d'innovation, elles ont des rôles différents. Parce que selon la nature du produit. Et l'objectif de la plateforme n'est pas le même. Merci madame. Voilà. Exceptionnellement... Khaldi, pour une dernière question.
Parce qu'on leur a promis une deuxième série, donc il est là et il va la poser, il n'y a pas de souci. Monsieur Khaldi. Donc, bonjour. C'est comme ça que vous m'avez donné la parole. Donc, j'ai deux questions. La première question sur l'innovation, parce que vraiment l'innovation, c'est la source de développement, c'est la source de développement de tous les secteurs, notamment le secteur agricole. Donc, je voulais savoir les sources de l'innovation. D'où vient l'innovation? Vous avez parlé des plateformes, mais la source de l'innovation, d'où il peut venir? Parce que moi, lorsque je regarde l'agriculture, il y a des innovations que je trouve sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment incroyables. Je regarde les Chinois, comment ils récoltent les produits agricoles. C'est une rapidité et c'est une rentabilité. Je regarde les Japonais, comment ils exploitent les terrasses avec une agriculture qui est aussi rentable. Ça, c'est des innovations. Moi, je veux savoir les sources de l'innovation qui vient à cette plateforme. La deuxième question, c'est la filière lait. J'ai constaté aussi qu'il y a des pays qui sont des producteurs, comme par exemple l'Inde et la Chine, mais on les trouve aussi comme étant des importateurs. La Chine, elle est classée parmi les premiers importateurs. Donc, il y a des pays, même s'ils produisent, mais ils n'arrivent pas à satisfaire leurs demandes locales. Par rapport à l'Algérie, c'est la même chose. Donc, il est situé dans ce cadre. Il produit, mais il n'arrive pas à satisfaire la demande locale. Est-ce que c'est par rapport, mais par exemple, les États-Unis et l'Europe, ce sont des exportateurs, les premiers exportateurs. Est-ce que ça n'est pas lié au modèle de consommation des pays? Nous, en Algérie, on aime bien consommer du lait. Vous posez la question, M. Khaldi, parce qu'on doit terminer. La question, c'est que, est-ce qu'il n'est pas lié au modèle de consommation? Est-ce qu'il faut changer notre modèle de consommation pour que la production locale satisfait la demande? Merci, M. Khaldi. Vous répondez très rapidement. Pour répondre rapidement à votre question concernant la filière lait, c'est vrai, il y a des pays, il y a un seul pays qui est importateur, le premier importateur mondial, c'est la Chine, et le troisième producteur mondial aussi. C'est vrai que, il y a 1,6 milliard de personnes à consommer d'un côté, mais ce n'est pas vraiment des habitudes de consommation parce que les Chinois, on va dire, ils ne raffolent pas vraiment du lait. Donc, le lait, le panier de consommation des Chinois, ce n'est pas vraiment quelque chose de grand, c'est vraiment insignifiant. Il faut savoir une chose, on les a classés, enfin ils sont classés comme ça, c'est par rapport à la population. Mais nous, les Algériens, on est un pays, c'est vrai, nous avons une habitude de consommation vraiment très élevée par rapport à nos voisins. Les Marocains, les Tunisiens, ils sont à 80 à 70 litres par habitant par an. Là, on est à 143 litres par habitant par an. C'est l'effet, on va dire, d'habitude qui fait qu'on consomme plus du lait. On n'arrive pas à en produire par rapport à des considérations qu'on connaît tous. Il y a des problèmes à l'intérieur d'exploitation, il y a des problèmes à l'extérieur. Là, je cite carrément la stratégie de l'État qui n'est pas vraiment très cohérente. Et je vous remercie. Donc, malheureusement, on doit clôturer parce qu'il y a une autre séance de plénière, en fait, d'atelier dans cette salle. Donc, je vous remercie pour votre attention et le débat qu'a suscité ces différentes communications. Et on va donner la parole à Mme Kharbachi pour préparer son atelier.